Bienvenue dans Cœur Conscient. Je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, je développe l'idée que la plupart des problèmes émotionnels récurrents, les troubles anxieux, les traumatismes de l'enfance, c'est dans le corps qu'ils prennent naissance, et c'est dans le corps qu'ils pourront être dénoués. Je suis aussi convaincue que trouver son centre intérieur, c'est indispensable dans toute démarche de retour à l'équilibre. Des voies existent pour se libérer de ces enfermements et une fois qu'on connaît les clés de libération, il est possible de cheminer en autonomie vers la croissance et l'épanouissement. À partir de mon expérience clinique et aussi de mon expérience de vie, je vais te donner des outils, des pistes à suivre sur ce que j'ai rencontré à ce jour de plus efficace. Alors si tu as essayé beaucoup de choses tout en ayant l'impression de tourner en rond, et que tu es encore en recherche d'autres chemins possibles, alors viens, je t'emmène avec moi au fil de ces épisodes. Est-ce que tu sais qu'il existe une biologie de l'amour ? D'ailleurs qu'il s'agisse de la tendresse, de l'affection, mais aussi de l'amour avec un grand A, qu'on pourrait considérer comme des étapes plus universelle de l'amour, peut-être plus spirituelle. Est-ce que tu sais donc que cette biologie et cette neurophysiologie de l'amour est de mieux en mieux découverte, de mieux en mieux comprise par des psychologues et des neurophysiologues. Donc c'est de ça dont je vais te parler dans cet épisode. En fait, ta santé physique, ta santé émotionnelle, mais aussi ta longévité, peut-être même la longévité de la planète en général, dépendent de ta capacité à comprendre et surtout à appliquer certaines connaissances qui sont devenues cruciales aujourd'hui. Ce sont à la fois des connaissances des traditions millénaires et aussi des connaissances que nous apportent aujourd'hui les recherches scientifiques récentes à propos de cette biologie de l'amour. Et c'est encore plus pressant d'accéder à ces connaissances en ces temps actuels où le traumatisme s'est généralisé de partout. D'une certaine manière, on peut considérer que on est fasciné collectivement par le glauque, l'horreur, la peur, comme si on était pris dans une sorte d'addiction. On voit que beaucoup de personnes sont addictes littéralement à des séries sur Netflix autour du meurtre, de la désolation, de la guerre. Et d'ailleurs, c'est même ce qui nous est offert, proposé en grande partie à regarder à la télévision et sur Internet. Donc la peur, pourtant, on n'en manque pas. Dans le réel, elle est partout. Il y a le Covid, il y a la guerre, il y a le réchauffement climatique, il y a l'inflation, il y a l'immigration, etc., etc. Et on nous en resserre dans l'imaginaire en permanence. Comme si on était de plus en plus fascinés, de plus en plus impuissants aussi. Et que le monstre grossit encore et encore sous nos yeux, jusqu'à ce qu'il devienne finalement la seule et unique réalité perçue dans laquelle on est collectivement de plus en plus pétrifié, avec de plus en plus de difficultés à se frayer un chemin, de plus en plus paralysé dans l'impuissance. Cet état de sidération, il existe sur un plan neurophysiologique, on le connaît. Il correspond à l'état traumatique le plus archaïque. C'est l'état dans lequel le flux de la vie est ralenti à son strict minimum, de manière à ce que les instincts puissent préserver au mieux l'énergie vitale. On le reconnaît à cette sorte d'englument et d'incapacité à sortir de là pour pouvoir générer, créer du positif, de la vie et quelque chose qui circule. Alors j'ai trouvé que le docteur David Hawkins, qui est un psychologue américain, avait établi une hiérarchie très intéressante des émotions, qui hiérarchise en relation avec le niveau de conscience auquel elles sont affiliées. Donc ces états traumatiques dont je parle, ils concernent des états intérieurs et émotionnels comme donc l'impuissance, la culpabilité, la honte, l'apathie, la peur. On ne sait pas comment s'en sortir parce que comme je le disais, le champ de conscience est réduit à son minimum sur les besoins vitaux et tout ce qui nous fait humains, la vie spontanée, tout ce qui coule de vivant, comme les petits ruisseaux au milieu des prés, ralentit,
se gèle et s'éteint. Et dans l'approche polyvagale, c'est ce qu'on appelle le vagal dorsal. Il est au plus bas de cette échelle. Et puis quand on commence à monter les barreaux de cette échelle, on va trouver ensuite des états comme la colère, l'orgueil, l'arrogance, l'esprit revanchard, la volonté de vengeance. Alors c'est pas forcément très intéressant, mais on voit une évolution parce qu'il y a un mouvement. Ça commence à bouger. Alors de manière effectivement très chaotique. Alors de manière effectivement, dans un premier temps, très chaotique. Et puis ensuite, on va avoir les états de fierté, avec l'esprit de domination, l'hégémonie. L'arrogance est à son maximum. C'est vraiment la prédation dans toute sa splendeur. On est le meilleur, on cherche à imposer sa voix. Donc ça, on le voit beaucoup sur un plan collectif au niveau des institutions ou des entités financières qui ont le pouvoir sur la planète. C'est vraiment ça qui se passe. Il y a cette volonté prédatrice et donc la plus grande partie de l'humanité, si on la regarde dans son ensemble, bien sûr, je ne prends pas les individus en particulier, mais ce dans quoi est prise comme au piège l'humanité. À partir de là, si on prend l'échelle Dawkins comme la carte du périple que la conscience opère dans sa propre évolution, on peut déjà commencer à rentrer ensuite dans des états moins négatifs et plus neutres. On va trouver le courage qui permet de sortir de l'impuissance et des états de survie. De même que des émotions chaotiques, comme celles que j'ai nommées plus haut, donc comme la colère, la rancune, le règlement de compte. Le courage, il essaye de commencer à structurer une action cohérente et constructive. Et d'ailleurs, pour ça, on a besoin de sortir de notre zone de confort. Donc on va aussi commencer à sortir de nos automatismes, action-réaction. On va commencer à mettre de la conscience, à structurer, à organiser nos réponses, qui sont donc des réponses plutôt que des réactions. Et puis on va se hisser à un niveau de neutralité. On va être moins prisonnier des émotions, moins identifié à elles, plus flexible. Ce niveau de neutralité, on pourrait l'appeler l'équanimité. Tout est bien dans tous les cas, et peu à peu on ouvre sa capacité d'accueil et d'acceptation. Et puis on a ce que Hawkins appelle la volonté. C'est l'attitude qui, pour la première fois depuis le début de l'échelle, va nous demander de décider de manière volontaire, consentie, consciente, ce qu'on veut vivre. Elle nous rend capable d'accepter sans jugement toutes les expressions de la vie et de les trouver belles. Tous les états sont possibles et on est beaucoup plus inclusif en quelque sorte, beaucoup plus désireux d'aider. Donc toutes ces émotions qu'on a vues depuis la colère, l'orgueil, et pour lesquelles j'ai dit que là il commence à y avoir du mouvement, elles sont présidées par notre système nerveux sympathique qui nous permet de nous mobiliser. Donc après il faut voir sur quoi on se mobilise et comment on se mobilise. Si on se mobilise sans conscience, on va effectivement avoir des émotions chaotiques et désordonnées, comme la volonté de pouvoir, l'esprit revanchard, faire la leçon aux autres, la colère, etc. Si on met de la conscience, on va chercher à se mobiliser de manière cohérente et dirigée, comme donc le courage, la volonté de cultiver certains états d'esprit, de cultiver certaines qualités, et d'organiser ses attitudes intérieures pour pouvoir tendre vers un certain état d'être. Et puis en dernier lieu, le périple intérieur au sein de la conscience et au sein de l'échelle polyvagale va nous demander de quitter ces états qui sont gouvernés par le système sympathique et on va rencontrer des sentiments comme l'amour, c'est-à-dire une façon d'être qui pardonne, qui encourage, qui supporte. L'amour, c'est une émotion qui émane du cœur. Le cœur, c'est se concentrer sur l'essence d'une situation. Et il ne va pas aller de manière analytique dans les détails. C'est une intelligence globale. Et l'état de paix qu'il nous procure va nous faire l'expérience de la simplicité et des états non duels dans lesquels on peut regarder la complexité d'une situation sans avoir à prendre parti. Parce qu'on est capable de comprendre que tous les points de vue se valent, que tous les points de vue sont vrais. Et en même temps, on va aussi comprendre qu'aucun de ces points de vue n'est vrai de manière absolue. Donc ces états du cœur nous maintiennent dans un état unitaire, c'est-à-dire au-delà de la dualité. Le bien, le mal, le bon, le mauvais, les gentils, les méchants, etc. etc. Il faut bien reconnaître que le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un monde qui est à la fois très clivé et très clivant.
Et si on regarde bien, on va toujours nous demander de prendre position, de brandir les bannières, de sortir les étendards, même au point que souvent ça devient ridicule de devoir avoir un avis sur tout et à tout propos. Mais il y a comme une injonction à devoir le faire. En vérité, on n'est pas censé avoir un avis sur tout, être éclairé sur tout, défendre nos positions à propos de tout. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ce point, c'est très important à mon sens, sur cette injonction sociale à devoir nous positionner sur tout et à tout bout de champ, et à réfléchir à dans quoi ça nous maintient en permanence, cette dualité. En fait, ça nous maintient dans l'état de guerre, donc au sens large aussi bien sûr, mais ça nous maintient dans une énergie guerrière à l'intérieur de nous, puisque si je dois revendiquer mes positions, affirmer, argumenter, ça veut dire que en face, il y a un camp qui a forcément tort. Donc si on revient donc à notre théorie polyvagale et à cet état vagal ventral, qui est vraiment ce qu'on recherche, qui est vraiment notre Graal, les états unitaires, où tous les points de vue se valent, tous les points de vue sont inclus, sont compris. Ce sont les états du cœur. On n'est plus dans le monde des points de vue. On comprend qu'on peut trouver du lien, qu'on peut trouver de la cohérence dans l'espace unitaire du cœur. On peut avoir des avis divergents, des points de vue divergents, des manières de comprendre les choses qui sont pas bien les mêmes, mais on peut se retrouver dans l'espace unitaire du cœur. Et au fur et à mesure qu'on lâche prise depuis ces états du vagal dorsal, donc tout au bas de l'échelle, ces états traumatiques qui nous ont laissés complètement vissés dans l'impuissance et la sidération, aussi ces états chaotiques qui sont mis en mouvement par une énergie désordonnée, sans direction, sans conscience, de manière trop automatique. Donc au fur et à mesure qu'on lâche prise de ces états, on va être amené à ressentir une progression au fil des émotions et des sentiments qui sont placés plus haut sur l'échelle. Donc l'état sympathique, il est vraiment à mi-chemin entre, d'une part, les émotions archaïques dans lesquelles on est en pilote automatique et sans prise sur ce qui nous arrive, et d'autre part, les états où on commence à reprendre le pouvoir sur nos états internes et sur notre vie, et où on s'oriente de manière cohérente, consciente, structurée vers ce qui est important pour nous, vers les valeurs du cœur en quelque sorte. Donc à ce stade, les émotions négatives n'ont pas du tout disparu, mais on a simplement développé la capacité à ne plus en avoir peur. On a développé la capacité à les héberger en nous. C'est pour ça qu'on parle du vagal comme étant vraiment ce qu'il faut arriver à cultiver, à développer la compétence vagale ventrale, parce que c'est le seul endroit à l'intérieur de nous où on va avoir suffisamment de force, d'ancrage intérieur, de musculature du cœur, si je puis dire, pour héberger en nous nos émotions, nos états négatifs. On peut continuer à avoir des pensées de colère, des tentations de prendre notre revanche, de répondre du tac au tac, mais on va, dans ce lieu de nous, avoir la force de se reprendre, de se contenir et de réaliser que c'est vain et que si on se laisse mener par nos émotions, elles nous détruisent et que donc c'est à nous de reprendre le gouvernail pour qu'elles ne le fassent pas. Donc peut-être que ce traumatisme, c'est la porte qui peut nous obliger, qui peut t'obliger à choisir. Est-ce que tu vas continuer à vivre sans recul, pétrifié dans cet état d'impuissance et de sidération? Ou bien au contraire, est-ce que tu vas te décider à regarder en toi les ressources insoupçonnées d'auto-guérison dont tu disposes? Parce que tout est déjà là, tout est juste là, de toute éternité et à jamais. Si on prend la métaphore et qu'on imagine qu'on serait les héros d'une quête qu'il y a à accomplir, c'est maintenant que ce héros doit se mettre en route et qu'il doit se mettre en quête de ce qui va pouvoir le sauver. Et que finalement, il va se rendre compte que ce trésor qu'il recherche, il est nulle part dans le monde, mais il est à l'intérieur de lui. Si on regarde les grandes traditions
de sagesse, les grandes traditions spirituelles, que ce soit la Chine ancienne, qui a beaucoup codifié les émotions et qui a étudié le cœur et le cœur énergétique, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise. Si on regarde les sagesses de l'Inde, que moi je connais un petit peu mieux, les Yoga Sutras de Patanjali, les Védas de l'Inde ancienne, toutes ces sagesses, elles ont montré que l'humanité avait déjà su repérer et baliser le chemin que la conscience doit emprunter pour revenir à sa source. Ce chemin, c'est apaiser les tourments de l'incarnation, aller au-delà des grandes problématiques universelles qui sont le désir sous toutes ses formes, mais aussi la peur, la colère. Et en fait, aujourd'hui, 5000 ans plus tard, c'est la science qui emprunte à son tour ce même chemin venu du fond des âges qui donne sens à la trajectoire de l'humanité. Donc cette science, cette biologie de l'amour et ces sagesses anciennes, elles nous posent la question: où est l'amour? Où va l'homme? Quel est son destin? Quelle est sa place dans la nature? Quel est le verbe que tu veux qui préside à ta vie? Est-ce que c'est profiter, consommer, guerroyer? Ou est-ce que c'est aimer, partager, se relier aux étoiles et se relier les uns aux autres, questionner sa place ici, questionner le sens de l'existence. Donc ce que nous disent toutes les traditions et donc la science aujourd'hui, c'est que il y a un mystère insondable qui est à l'œuvre. Elles nous disent que le cœur est un mystère et que le cœur est une porte et que ce cœur, il peut être le haut fourneau dans lequel le héros se transforme. Là aussi, les psychologues savent maintenant que toutes les traditions de sagesse, toute la poésie, la mystique, parle d'une seule chose, c'est de cet espace du cœur. Et que cet espace, c'est comme l'espace blanc dans lequel rien ne nous arrive, qu'on est connecté à notre essence profonde, en sécurité dans le noyau de la vie, dans l'œil du cyclone. On sait que dans l'œil du cyclone, c'est le calme le plus profond qui règne. Et que depuis cet espace, on est aussi très incarné, très tranquille en nous-mêmes, très aimant, plein de compassion pour toute la douleur, pour celle du monde et celle qui est en nous. Que depuis cet endroit, on est incapable de juger, de prendre des positions intransigeantes et inflexibles. Et cet état, maintenant on le sait, il est inscrit en nous, jusque dans notre physiologie. C'est pas un truc spirituel pour spiritualistes uniquement. La théorie polyvagale a dressé cette carte et nous permet de rejoindre de la manière la plus naturelle, la plus facile qui soit, tout ce que disent les grandes traditions depuis la nuit des temps. Et cultiver cet état comme une compétence qu'on acquiert, presque comme si on apprenait l'anglais, c'est ce qui va progressivement tisser la sécurité, l'amour, la confiance dans notre cœur. Cet état vagal ventral, donc comme disent les psychologues, c'est le Graal de la tranquillité intérieure, de la pleine confiance. Cet état dans lequel l'encre puissante du cœur est posée et depuis lequel toutes nos colères, toutes nos incertitudes, toutes nos angoisses, nos désirs anarchiques cessent de proliférer à l'infini dans toutes les directions. Ils reviennent en leur centre, en cet espace ancré, ils s'y absorbent et y meurent. Donc juste glaner au hasard parmi les recherches scientifiques menées sur le cœur. Donc ce sont des faits prouvés et estampillés comme vrais. Le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Le cœur envoie à la tête 80% des informations, alors qu'il n'en reçoit que 20 d'elles. Ou encore, le cœur sait la réalité avant qu'elle ne soit manifestée. Il est le lieu des intuitions, de la connaissance du futur. C'est dans ce creuset que se forgent les valeurs du courage, de la compassion, de la clarté de vision, les valeurs de la noblesse et de l'élégance véritable. Et notre vieux monde, qui est usé jusqu'à la corde, a tellement soif aujourd'hui de ces valeurs-là. Tu crois pas? Donc la quête du héros, c'est la transformation sous haute température de son propre cœur. Quelque chose nous est demandé devant ce traumatisme géant et universel dans lequel on est tous plongés. Il nous faut sortir de la sidération et du chaos intérieur et extérieur en embarquant dans cette dimension du cœur pour pouvoir enfin en sortir autre chose,
pour pouvoir enfin créer autre chose, puisque le cœur est d'ailleurs l'espace dans lequel on peut véritablement être créatif. Voilà, et pour finir, je te donne une phrase de Carl Gustav Jung qui te permettra peut-être de méditer au-delà de ce podcast et qui dit « Ce que vous ne rendrez pas conscient reviendra dans votre vie sous forme de destin. » Voilà, c'est donc la fin de ce podcast. J'espère que tu as pris plaisir à l'écouter autant que j'ai pris plaisir à le concocter. Et je te dis à très bientôt.